écoutez, bonjour à tous, bienvenue sur The Live Media, diffusé aujourd'hui par T-Web. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Alexis Poulain. Alexis Poulain, bonjour. Bonjour. Bon, vous m'entendez bien, tout va bien, impeccable. Alors, Alexis Poulain, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le cofondateur du Monde Moderne. C'est un entrepreneur dans le milieu des médias qui intervient beaucoup, notamment pour donner son avis sur les chaînes de télé, mais aussi sur un réseau que vous connaissez certainement tous qui s'appelle Twitter. Twitter, on dit que c'est là que ça se passe, et c'est vrai qu'Alexis Poulain, à l'instar d'autres personnalités comme Bruno Gassio, Yvon Le Bolloc, Didier Maisto, ou d'autres encore, Bigard même par exemple, militent beaucoup sur Twitter, donnent beaucoup leur avis sur Twitter. Et voilà, c'est pour ça que j'ai voulu recevoir aujourd'hui Alexis Poulain. Alexis Poulain, comment allez-vous? Bah bien, très bien. Et vous, ça va? Bon, on est pas mal, hein. Écoutez, je suis ravi de vous recevoir. Donc par rapport déjà à la présentation, est-ce que ça correspond bien à ce que vous êtes? Bah ouais, ça correspond bien, le monde moderne. Et puis, bah ouais, Twitter c'est pas de donner son avis, c'est aussi essayer d'informer autrement, parce que voilà, ça permet de toucher beaucoup de gens de manière simultanée. Et c'est vrai que voilà, en ce moment, on a besoin d'ouvrir un peu les yeux et les oreilles pour aller chercher l'information là où elle est, parce qu'elle n'est pas forcément là où on croit. Alors justement, vous êtes, on dit de vous, donc vous êtes entrepreneur dans les médias. Vous devez avoir, j'imagine, un avis bien tranché sur les médias dits mainstream. Il y a aussi les médias indépendants, hein, tels que le boulot que je fais ou d'autres, hein, d'ailleurs, qui le font très bien. C'est quoi aujourd'hui votre regard déjà global sur les informations, l'accès à l'information que détiennent les citoyens via les médias? Bah, alors, il y a un paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant d'informations, jamais autant de sources d'informations disponibles, donc on pourrait croire qu'on est mieux informé. Puis, en même temps, on se rend compte que, bah non, il y a le problème d'abord de la malinformation, les fake news, des nouvelles qui n'en sont pas, qui sont volontairement manipulées à des fins politiques. Et puis, il y a une information aussi qui est tronquée, ou qui est parcellaire, ou qui est orientée, soit par censure, soit par déférence. Enfin, on voit que certains médias font campagne sans le dire. Il y avait, et ça c'est pas neuf, hein, je veux dire, ça fait quelques années déjà, il y a eu ce moment de gêne sur le plateau de Quotidien d'Yann Barthès, où le fils de Buisson, qui était un des conseillers de Nicolas Sarkozy, expliquait que tout TF1 roulait à l'époque pour la campagne de Nicolas Sarkozy. Non, mais votre patron, enfin tout le monde le savait, hein. Et là, on dit ah oui, mais enfin j'étais pas là. Enfin, la gêne est là et tout le monde le sait. C'est-à-dire que oui, c'est comme notre cher président Emmanuel Macron, il a été créé de nulle part par les propriétaires de grands médias. Le programme du CNR, du Conseil national de résistance, c'est de faire en sorte que l'information justement soit libre et libérée des pouvoirs de l'argent. Bah, c'est un ratage total, parce qu'aujourd'hui, c'est quoi, 8 propriétaires milliardaires qui se partagent les différents types de presse et les radios, un service public qui est en train de devenir l'ORTF, avec une mainmise politique où on voit bien hein, la progression de la matinale de France Inter, par exemple, qui n'invite que des ministres de l'AREM, ou bien de faux opposants, ou bien des anciens du PS. Enfin, il y a vraiment une couleur politique qui est choisie, volontaire, avec très peu de place pour les oppositions. Donc, on est mal informé. Globalement, on est mal informé. Et pour s'informer, c'est un vrai boulot. C'est-à-dire que si vous, citoyens un peu conscients, cherchez l'information, ça veut dire qu'il faut prendre du temps. Il faut lire la presse étrangère, par exemple, c'est là que vous avez le plus d'informations. Il faut aller chercher sur les médias indépendants, mais ceux qui sont auxquels on peut faire confiance, sans tomber dans le piège des sites de fake news, qui sont nombreux malheureusement. Et puis, il faut faire le travail de recouper les informations. C'est-à-dire vous devez aussi, d'une certaine façon, devenir journaliste vous-même. Or, personne n'a le temps de faire ça, ou très peu de personnes ont le temps de passer leur journée, ou 3-4 heures par jour, à aller chercher l'information, la vérifier et puis la partager. Donc on est dans un vrai problème démocratique, parce que si les journalistes tous faisaient correctement leur travail, c'est-à-dire qu'ils étaient libres, indépendants et qu'ils étaient dans la critique sociale, ça se passerait beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Et donc, vous pensez qu'aujourd'hui, enfin moi par exemple, quand je regarde, je suis média, mais quand je regarde les médias mainstream, j'ai plus l'impression on donne la parole aussi à des citoyens lambda. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux, justement, permettent une fenêtre ouverte sur la critique politique via les gens qu'on n'entend pas forcément aujourd'hui dans les médias? Bah, Dans les années 80, on voyait quand même beaucoup plus des gens, même dans des émissions populaires, pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, on a vraiment l'impression que c'est réservé à des éditorialistes ou à des économistes.
des spécialistes ou Oui, alors, je suis pas sûr que les gens lambda avaient plus accès aux médias dans les années 80. Mais il y avait peut-être plus de radio-trottoir, on demandait plus l'avis, il n'y avait pas ces instituts de sondage omniprésents, donc il y avait peut-être ça. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est l'arrivée de la télé de flux, où il faut remplir des plateaux toutes les heures avec des gens qui vont parler de tout et de rien. Et donc là, on fait rentrer des experts, des spécialistes, des éditorialistes de maison ou bien externes, et puis on débat, et voilà. Et donc il y a un peu tout le temps les mêmes. Et on a l'impression qu'on entend tout le temps les mêmes profils. Moi, c'est vrai que je détonne un peu parce que je fais partie de ça. J'arrive sur les plateaux assez souvent pour donner mon avis, mais je suis rarement accompagné de personnes qui partagent cet avis-là. C'est-à-dire que j'ai en face de moi quelqu'un de la REM, quelqu'un de la droite, un libéral, un ultra-libéral, et puis le présentateur, voilà. Et moi, c'est assez souvent comme ça. Et puis pour ce qui est de l'accès aux médias pour les gens lambda, il y a un épisode qui dit tout. C'est le début des manifestations des Gilets jaunes. À un moment, les télés d'info continue sont obligées de parler des Gilets jaunes, donc ils parlent vraiment de ce qui se passe, et ils leur disent il va falloir qu'on leur donne la parole. Et là, vous avez des Gilets jaunes qui apparaissent sur les plateaux qu'on ne connaissait pas et qui viennent parler et dire voilà, moi je représente rien, enfin je suis le porte-parole de ça. Donc vous avez François Boulot, Jérôme Rodriguez, plein d'autres qui arrivent en plateau. Mais ça dure très peu de temps. C'est-à-dire que ça va durer 6 mois, on va dire maximum, et petit à petit, vous les voyez disparaître des plateaux et on ne les invite plus. Aujourd'hui, vous n'avez plus de gilets jaunes sur les plateaux. Ou alors, c'est très rare, c'est ceux qui ont choisi la carrière politique, qui ont choisi de faire un parti, qui ont choisi de jouer le jeu d'une certaine façon. Donc, ils ont été exfiltrés des plateaux, réinvisibilisés, et c'est toujours les mêmes qu'on va voir. Dans la crise sanitaire, par exemple, du coronavirus, plus proche de nous, vous avez vu les médecins qui sont arrivés. Donc là, on s'est dit, ah bah oui, c'est bien, on va donner la parole aux médecins. Et puis très vite, vous vous rendez compte que la médecine, la science, c'est comme la politique, finalement, c'est des enjeux de pouvoir, c'est des luttes de clans, et on se retrouve avec des gens qui sont, alors d'un côté, Karine Lacombe, qui va devenir porte-parole du gouvernement d'une certaine façon, de l'autre côté, Didier Raoult, qui va vendre sa chloroquine et dire moi je suis le champion, et puis des médecins qui se tirent dans les pattes en disant ouais non mais attendez, parce qu'il y a une histoire entre eux, un passif entre les différents trucs. Mais pour ce qui est du citoyen lambda, ça reste extrêmement difficile de se faire entendre ou même de faire valoir sa parole. Mais parce que regardez l'Assemblée nationale, c'est un certain profil qui fait député. Vous n'avez quasiment pas d'employés, pas d'ouvriers, parce que c'est pas possible quand vous êtes employé salarié de mettre entre parenthèses votre carrière pour faire campagne, peut-être la perdre ou devenir député. Vous pouvez perdre votre travail, donc c'est forcément un profil. Donc il faudrait arriver à changer ça, parce qu'on ne peut pas continuer avec une Assemblée nationale qui est si peu représentative du peuple français. Alors, cette fracture dont vous parlez, elle n'est pas nouvelle. Non. Elle n'est pas née avec Macron. Après, je regarde beaucoup votre profil, je lis vos commentaires, par exemple. Pourquoi tant de haine envers Macron? C'est-à-dire que j'ai l'impression, vous dénoncez depuis un moment, on va dire, cette fracture entre nos élus, nos élites et la base populaire. Mais on a l'impression que depuis que on est gouverné par Macron et son gouvernement, entre autres, vous êtes devenu beaucoup plus critique et beaucoup plus dans l'urgence de dire il faut vraiment faire quelque chose. Alors, j'ai pas de haine envers personne, parce que souvent la critique des macronistes, c'est de dire voilà, c'est un discours de haine, etc. Non, c'est une critique fondée. Alors, elle est peut-être un peu virulente, mais je pense qu'elle est nécessaire, parce que c'est la première fois qu'on a un président, le président Macron, je l'appelle le président de la violence, parce qu'il utilise la violence, mais toutes les violences, violence symbolique, violence du discours. Il nie le fait que le travail soit pénible, il n'aime pas le terme pénibilité, il nie le fait qu'il y ait des violences policières. Il veut refaire un réel qui soit dans son histoire à lui, dans son narratif, qui l'arrange pour ce qu'il veut faire. Et puis, il y a une vraie façon d'être qui est dans le mépris. Un double discours de moi, vous savez, je suis dans le dialogue, je suis très ouvert, et puis de l'autre côté, c'est un faux dialogue. Le grand débat, ça a été une mise en scène de sa personne où il
faisait des monologues de 8 heures au milieu de gens qui étaient silencieux, qui posaient des questions à la fin ou un peu pendant. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin du grand débat? Rien. Il a fait une conférence de presse où il était encore une fois seul face aux journalistes. Et regardez, même ce président a un problème avec les médias. Il n'aime pas les médias. Il ne fait quasiment pas de conférences de presse. Il choisit ceux qui l'accompagnent. Il a même fermé durant la crise du coronavirus les déplacements aux journalistes de la presse présidentielle qui se sont émus en disant mais c'est pas normal, on devrait avoir le droit d'aller voir ce qui se passe, de suivre ce qui se passe. Donc il y a un vrai problème avec ce président-là qui est peu républicain dans sa façon d'exercer le pouvoir. On voit bien, déjà, quand il est arrivé, il y avait ce côté, je veux être Mitterrand, je veux représidentialiser, Jupiter, la verticalité. Ça ne marche pas. C'est un hors temps. On n'est plus dans cette époque-là. Et puis, il y a ensuite les faits. Et là, les faits sont terribles. C'est une trentaine de personnes qui ont perdu un œil. C'est des gens qui ont perdu la main. C'est Zineb Redouane à Marseille qui meurt alors qu'elle était à sa terrasse par un jet de lacrymo. C'est Steve Maya Canisso qui meurt suite à une charge de police un soir de fête de la musique. Enfin, c'est une violence perpétuelle, permanente, sans jamais un mot de critique, sans jamais un mot d'excuse, sans jamais un mea culpa. C'est toujours la faute des chamailleurs, c'est toujours la faute des... Enfin, vous voyez, donc oui, je suis extrêmement critique vis-à-vis de ce président que je trouve dangereux dans sa pratique du pouvoir, dangereux pour le pays, pour nos institutions. Et vous qui êtes aussi spécialisé, on va dire, sur les questions européennes, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, il y a quand même eu une multiplication des mouvements sociaux, de la contestation populaire, de l'augmentation des violences policières, on ne va pas se mentir. Par contre, aussi surprenant soit-il, aux dernières européennes, même si En Marche n'est pas arrivé en tête, ils arrivent quand même second. Et on entend souvent de la part des marcheurs dire, écoutez, vous contestez beaucoup après Macron et En Marche, mais regardez le résultat des élections. Et on a été élu démocratiquement, on a un mandat à faire, et finalement, vous êtes presque à pousser à la révolution parce que vous ne supportez pas la démocratie. Ça, je me fais l'avocat du diable. Mais qu'est-ce que vous répondez à ça? Je vais répondre que la démocratie, c'est pas une élection d'un homme tous les 5 ans qui ensuite a une majorité à sa main, parce qu'en plus, on est passé du septennat au quinquennat avec l'élection directe de l'Assemblée nationale. Donc, on a un problème institutionnel. Déjà, de fait, la démocratie, ce n'est pas ça. Avec en plus toujours le même problème d'abstention, c'est-à-dire que vous êtes élu avec très peu de gens, par défaut, on vote contre l'autre candidat plutôt que pour celui-là, et puis là on est arrivé dans une caricature finale, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron se présente, il n'a pas de parti, il n'a pas de passé, personne ne le connaît réellement, et là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un parti avec des amateurs, en disant je suis fier que vous soyez amateur, avec des gens qui sont ni de droite ni de gauche, donc des opportunistes, et donc c'est un parti d'amateurs opportunistes, qui sont parfois des traîtres. Et derrière, traîtres à leur parti, puisque vous avez Aurore Berger, par exemple, qui fait tout le tour du spectre politique, qui roule pour Juppé, qui roule machin, et qui se retrouve chez Macron. Enfin, et ça pose pas de problème. Voilà. Il y a un problème. Il y a ce problème-là. Qui fait que l'élection pose la question de la légitimité. C'est-à-dire qu'un suffrage universel, oui, s'il n'y a pas 50% d'abstention, et si vous êtes élu à plus de X%. Mais là, on est sur des petites marges. C'est-à-dire que sur l'ensemble du corps électoral ou des Français, chaque président, et ça, c'est pas qu'Emmanuel Macron, c'est-à-dire que chacun n'arrive pas à dépasser sa base, son socle, qui est environ un quart de la population française, pour schématiser. Donc, c'est difficile de dire ensuite, je suis le président de tous les Français. Or, il faut, dans le cas des institutions, changer de braquet et une fois élu, devenir le président de tous les Français. Ce n'est pas le cas. Emmanuel Macron reste le président des riches, des ultra-riches. Tout son programme n'a fait qu'augmenter les inégalités et il n'y a rien pour faire un bras social ou faire croire qu'il est un peu de gauche, si tant est que ce terme ait encore un sens. Donc on est vraiment perdu dans les institutions avec des personnes qui peuvent jouer de ça pour dire voilà, et être élu, c'est pas un pins d'immunité là pour faire ce que vous voulez pendant 5 ans et au-delà. Non, c'est rendre des comptes et c'est surtout un travail de représentant du peuple. C'est qui gouverne? C'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est tout sauf ça. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont élus et qui ensuite demandent au peuple de leur obéir. Mais c'est tout l'inverse. Ces gens-là sont, si vous voulez, nos employés. C'est le peuple qui est actionnaire de l'État. L'État appartient à personne. Or, eux s'arrogent le droit de dire l'État c'est moi, l'État m'appartient, je vais faire ce que je veux, avec les dérives qu'on connaît de problèmes de corruption,
de problèmes de lobby, et puis de problèmes ensuite de déni du réel, où on dit, mais vous savez, on est trop subtil, les Français ne comprennent rien, et puis c'est vrai qu'on a été élus, mais être élu, encore une fois, c'est pas un droit de faire ce que vous voulez. Non, c'est un devoir de représenter au mieux les intérêts de tous. On en est loin. Et qu'est-ce que vous pensez? Donc, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se rendent compte du constat que vous êtes en train de faire et qui veulent s'engager un peu de manière nouvelle en politique. Je pense à Bigard, à Fida Turner, Cyril Hanouna même, qui se prend des fois à rêver d'avoir une carrière politique. Des Joachim Son-Forget, ancien député marcheur, qui est devenu un peu, je ne sais quoi, une étiquette et qui fait lui aussi beaucoup de militantisme sur Twitter. Tous ces gens-là qui sont en train d'arriver et de dire, voilà, je vais me présenter pour 2022. Est-ce que vous, déjà, vous avez des ambitions pour 2022 avec peut-être des gassures, des logologues ou des choses comme ça? C'est quoi la meilleure solution pour contrer tout ça, finalement? Non, alors, ça montre l'infantilisation de ce qui est pourtant grave et important, qu'est la politique et le débat démocratique. C'est pas une question, c'est pas un concours de beauté ou un concours agricole de qui a la meilleure vache pour être élu. C'est pas parce qu'on est quelqu'un reconnu pour ce qu'on fait par ailleurs, hein, que ce soit de la télé, du spectacle, qu'on va devenir un représentant ou qu'on va pouvoir incarner un courant. Là, ça flatte l'ego, c'est rigolo, et ça permet aussi de dire, regardez, finalement, Emmanuel Macron, il est quand même très sérieux. Lui, il a une vraie cravate, c'est quelqu'un d'intelligent qui maîtrise bien les dossiers. Vous n'allez quand même pas confier les clés du code nucléaire à Jean-Marie Bigard. Donc, ça permet de légitimer quelqu'un qui est, en fait, qui se met au niveau de ça, quoi, au niveau de ce concours de beauté. Donc, ça dit la profondeur de l'absence des idées d'En Marche et du projet d'Emmanuel Macron. Donc, si on veut éviter ça, alors malheureusement, on est coincé par le jeu des institutions. Il faut un représentant pour se présenter au suffrage universel devant les Français. Donc il faut une personne. On ne peut pas dire que ce sera plusieurs personnes. Mais néanmoins, ça ne veut pas dire que cette personne, ça peut être n'importe qui. Non, ça doit être quelqu'un qui a quand même un intérêt direct à représenter les Français, qui a une certaine idée, mais qui doit représenter un programme. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque? C'est les idées. Elles ne manquent pas, elles existent, mais où est le programme? Le programme écrit, achevé, prêt à être présenté. Eh bien, lors des dernières présidentielles, en 2017, vous aviez François Fillon qui avait un programme, il l'avait annoncé, il l'avait écrit, il avait travaillé avec beaucoup de gens de la société civile, et Jean-Luc Mélenchon qui portait le programme de l'avenir en commun. Il y avait un vrai grand programme également, en disant voilà, on a travaillé avec beaucoup de groupes de travail, voilà ce qu'on a fait. Ça, c'était les deux phases programmatiques qui étaient présentes sur la table. C'est ça qui compte aujourd'hui pour 2022, c'est OK, qu'est-ce qu'on porte? Et je pense que les grandes questions qui seront celles de 2022 et qui sont déjà celles aujourd'hui, c'est le principe de souveraineté française. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter un fiasco comme celui des masques ou des médicaments? Ou comment on fait pour éviter que la France soit dépendante de production en Chine, en Inde, ou bien du bon vouloir des États-Unis? Comment on retrouve une souveraineté, mais réellement? Parce que c'est encore un discours qui peut être très vide, hein, le discours sur la souveraineté. Il faut en avoir les moyens. Donc, quels sont les moyens qu'on met pour retrouver une souveraineté nationale? Qu'est-ce qu'on fait de l'Europe? Comment on continue? Moi, je trouve que l'Europe, c'est une belle idée, mais pas dans la forme actuelle, puisque aujourd'hui, c'est simplement un projet économique d'un marché unique qui organise la concurrence de manière d'abord très mal, puisque vous avez des paradis fiscaux intra-européens que même l'Union européenne ne lutte pas contre eux, c'est des membres fondateurs, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, donc on n'y touche pas. Il y a un vrai problème même de fond sur la façon dont est construite l'Union européenne. Deuxième grande question. Et puis la troisième grande question, la question de la partage du partage des richesses, les inégalités. On ne peut pas continuer, et on le sait. Je veux dire, 2019, 10 pays où les peuples sont dans la rue contre leurs élites corrompues ou qui ne font rien. 2020, les États-Unis, ils sont dans la rue également. Ça continue en France, ça continue partout. Vous avez un vrai problème de fond, problème démocratique, vraiment. Donc, et d'où vient ce problème? On voit bien qu'on ne peut pas continuer avec cette fable des 1% qui capteraient la majorité des richesses pendant qu'une grosse partie de l'humanité resterait dans la pauvreté. Donc non, donc c'est l'international, c'est-à-dire que ce problème-là ne peut pas être résolu à l'échelle d'un pays. Donc la question internationale, elle est clé dans une présidentielle. Et puis après, pour ce qui est du pays, la France, c'est clairement la question des services publics. Doit-on sauver l'hôpital? Oui,
Comment le fait-on? Avec quels moyens? Quelle école veut-on pour nos enfants? Parce qu'il y en a marre de faire des réformes tous les 5 ans. À un moment, je pense qu'on peut dire, bah, on va trouver un truc qui va marcher. On sait où mettre les moyens. Tout ça coûte de l'argent. Or, depuis des années, on a des responsables politiques qui sont élus pour faire des économies, pour éviter que la dette n'explose, mais qui finalement ne font rien qui va dans le sens d'un État organisateur, planificateur ou d'une redistribution des richesses qui est pourtant un des sujets clés aujourd'hui et même pour les années qui viennent. Avant de passer la parole à un journaliste de T-Web qui a 2 questions, je crois, à vous poser. Pour ma part, la dernière question que j'aimerais vous poser, c'est par rapport à tout le portrait qu'on vient de faire, qui me semble personnellement assez cohérent, on va dire. Vous arrivez à demeurer optimiste ou plutôt pessimiste? On annonce quand même une catastrophe économique à venir. Il va y avoir pas mal de faillites, pas mal de licenciements, pas mal de drames sociaux, humains. On annonce quand même la réforme des retraites qui va revenir, la Sécu qui risque de plus jouer son rôle demain, autant qu'elle le joue aujourd'hui. Donc il y a quand même des indicateurs qui font qu'on ne peut pas être optimiste par nature. Et pourtant, il faut essayer de l'être. Mais vous, dans votre fort intérieur, est-ce que vous gardez une once d'espoir ou est-ce que vous pensez que maintenant, il n'y a plus que la rue qui pourrait nous sauver ou des mouvements un peu plus dans le dur? Non, je suis optimiste parce que je pense que justement cette phase politique de destruction systématique du bien commun, de privatisation, de la finance folle, arrive à sa fin, mais de manière naturelle. Enfin, pas à sa fin, elle va se réinventer, bien entendu. Et je suis optimiste parce que vous voyez des populations, des jeunes générations qui comprennent l'importance de défendre les libertés, qui comprennent l'importance de désobéir. Là où ce serait catastrophique, c'est si effectivement vous n'aviez pas eu de rassemblement après le déconfinement, où les gens auraient obéi en disant on ne doit pas être plus de 10 dans la rue, oulala. Là, je trouve ça bien que les gens désobéissent en disant non mais ça suffit. Maintenant, on va reprendre la contestation, on va déconfiner les luttes, toutes les luttes. Et après, il faut donner de l'espoir, c'est-à-dire qu'il faut effectivement, et c'est pas que de l'espoir, il faut un horizon. Aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, mais pas qu'en France, de manière internationale, dans les instances telles que le G7, l'ONU, sont incapables de proposer un monde d'après ou un monde différent. Ils sont là pour tirer les mêmes ficelles jusqu'à la corde, jusqu'à ce que ça pète. En disant, bah, vous savez, on va faire du pétrole, on va polluer jusqu'à ce qu'on aura tout pollué. Les bilans carbone, c'est des chiffres, mais c'est à horizon 2050, donc on sera plus de toute façon au pouvoir, donc vous vous démerderez, c'est plus notre problème. Donc, encore une fois, une rhétorique du mensonge, mais qui est dévoilée. Aujourd'hui, je pense que cette rhétorique du mensonge est dévoilée. Vous avez Greta Thunberg, on l'aime ou on l'aime pas, mais elle a le mérite de dire aux jeunes, ça suffit d'écouter, maintenant, écouter les scientifiques plutôt que les politiques qui nous font croire qu'on a le temps. On n'a pas le temps. Donc il y a une urgence réelle qui s'est ancrée dans les esprits et qui fait qu'on va avoir une nouvelle façon de faire de la lutte. Après, il faut que ça se concrétise de manière politique. Il faut que ces gens-là qui prennent conscience de manière massive puissent bien prendre le pouvoir. Et pour ça, il faut voter. Alors on peut dire, voter ça sert à rien parce que les dés sont pipés, c'est toujours les mêmes, etc. Non, je pense pas. Je pense que justement 2022 est une élection capitale parce que ça va prouver, infirmer ou confirmer le fait que les élections sont pipées et c'est toujours les mêmes. Donc si on est capable de ça, alors il y a un vrai grand mouvement populaire à créer, à agréger plusieurs forces en présence pour changer la donne. Mais encore une fois, malheureusement, le monde tel qu'il est fait, la globalisation telle qu'elle est faite, empêche un pays de changer la donne. Donc il faut que ce soit un mouvement international. Et on voit un peu les germes de ça, et ça depuis Occupy Wall Street, c'est-à-dire que toutes les contestations sont de fait très rapidement d'ampleur internationale. Mais il faut que cela se structure pour arriver à vraiment changer le monde. Un monde d'un peu plus d'égalité, d'un peu plus de justice. Aujourd'hui, on patauge. Il y a des gens qui sèment des graines, et puis au bout d'un moment, ça va fleurir, c'est ce qu'on dit. Donc, il faut rester optimiste, effectivement. Par exemple, les politiques, dès qu'on leur pose des questions un peu gênantes, ils vont bloquer. D'ailleurs, ça me dérange, parce que je me dis, quand on est une personnalité politique, on a une image publique à défendre, et on devrait être capable d'écouter toutes sortes de critiques et pas avoir à bloquer dès que quelqu'un vous rentre un peu dans le lard, même gentiment ou poliment. Vous en pensez quoi de ce que je dis là? Ah bah tout à fait. Moi, je ne bloque que les insultes.
parce que je trouve que justement il y a ce côté nauséabond des réseaux sociaux où il y a beaucoup trop de vraie violence pour le coup, de discours de haine. On a parlé de me tondre, de traiter de tous les noms, etc. Quand ça rentre là-dedans, je bloque systématiquement avec une capture d'écran parce que c'est pas tolérable en fait. On doit avoir un rapport qui est celui du débat. Alors, ça peut être virulent, mais ça n'appelle pas l'insulte et c'est intolérable. Donc ça, voilà, c'est la seule raison pour laquelle je bloque. Mais pour les politiques, je peux comprendre qu'ils bloquent aussi pour les insultes, mais pour bloquer pour la critique, non, ça pose problème. Mais vous aviez même un médecin urgentiste qui s'était fait bloquer par Véran pendant la crise en disant mais d'où mon ministre me bloque où on est quoi. C'est-à-dire qu'un ministre qui bloque, alors c'est pas lui qui gère son compte, peut-être qu'il y a un comité manager, mais là encore, ça pose un vrai souci. Parce que c'est la médiation entre le politique et les publics, les populations, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est Matignon qui a lancé un appel d'offres pour que les réseaux sociaux soient sous-traités par une agence, tous les réseaux des ministères. Donc vous auriez même plus l'échelon politique, c'est-à-dire ce serait une agence de communication qui s'occuperait des réseaux sociaux. Donc on perd encore plus le lien, c'est-à-dire que là où vous avez une force qui est celle justement de pouvoir parler directement, ça va se perdre dans la pratique du pouvoir parce que finalement, non, on utilise ça comme de la campagne marketing, du marketing et pas un outil politique. Or, c'est un outil politique. C'est un outil de communication aussi, mais quand on est politique, il faut l'utiliser comme tel. Or là, on voit une pratique dévoyée qui est celle du pur marketing. Là où on le voit, c'est avec Trump. Hein. Quand vous dites que ça sert la communication en politique, oui. Trump fait plus de politique sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie. Donc, il tweet, je dis Trump, mais il Trump tweet de manière frénétique là depuis quelques jours et il a toujours fait ça. C'est-à-dire qu'en plus, un tweet, ça veut rien dire. C'est juste que lui, il tweet en sa qualité de Donald Trump, même pas de président des États-Unis, parce qu'il a plusieurs comptes. Il a tenu à garder son compte de Donald Trump. Et donc, ça permet de jouer un jeu où il perd tout le monde, où il arrive à énerver et où il focalise l'attention de manière permanente sur lui, quoi. C'est un truc incroyable, Trump. Alors, on a Watchdog et Jim qui nous ont rejoints. Jim, est-ce que tu nous entends? Il est là. Ouais, bonjour à tous. Bonjour. Merci Watchdog, avec des amis comme toi, on n'a plus besoin d'ennemis. Et voilà, donc je serai pas long, hein, je voulais juste intervenir un petit peu, Alexis Poulain, parce que déjà parce que je vous apprécie. Quand on apprécie les gens, faut le dire. Je peux pas dire que j'en sache énormément sur vous, parce que je vous ai suivi depuis peu de temps. J'ai vu quelques-unes de vos interventions sur Boulevard Voltaire et sur différentes choses. J'ai bien aimé ce que vous disiez. Je sais que vous êtes un grand adorateur de Cohn-Bendit. Ouais. D'ailleurs, comment ça se fait qu'on arrive à avoir, enfin, moi j'ai une question, comme vous avez l'habitude d'analyser un peu tout ce qui est niveau européen, comment est-ce qu'on arrive à se retrouver avec des personnages comme ça au Parlement européen, tout simplement? Enfin, quelles compétences on lui attribue ou qu'est-ce qui lui donne le droit d'accéder à ce genre de fonction? Il a été déjà il a été leader étudiant en 68. C'est une des figures du mouvement contestataire. Donc c'est là qu'il lance sa carrière politique. Et puis il avait la double nationalité franco-allemande. Il a toujours été pour la construction européenne, toujours été aussi écolo. Hein. C'est une des figures de l'écologie politique, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Donc il a cette carrière-là et il a été député européen pendant de nombreuses années. Donc c'est vrai que c'était à une époque où les penchants pédophiles ne posaient pas de problème. On voit les plateaux où il est effectivement avec chez Bernard Pivot où ça rigole, voilà, comme pour Matzneff, il a pu publier des bouquins pendant des années, parce que voilà, c'est pas grave, et puis il n'y a pas de preuves, et puis vous savez, c'est comme ça. Donc, après, de manière politique, hein, sans séparer l'homme de l'artiste, il a cette carrière de député européen. Il a porté un vrai projet, lui, pour le coup, écologie, de l'écologie politique, les Grünen, l'écologie politique allemande, donc qui est plutôt une écologie libérale, hein, tout à fait compatible avec le marché. Et il reste tout à fait dans les clous. Et c'est pas étonnant qu'aujourd'hui, il soit un macroniste fervent.
parce qu'Emmanuel Macron représente tout ce que lui a toujours finalement construit. Et c'est pas étonnant que des 68 arts, comme lui, comme l'autre Romain Goupil, par exemple, se retrouvent de ce côté-là, parce que finalement, il voit dans Macron le libéral européiste que eux sont profondément. Ben, c'est peut-être un raccourci, effectivement, mais moi je les vois comme justement ceux qui ont le rôle de capitaliser l'écologie, Ouais. finalement, de les faire rentrer un peu dans le moule néolibéral qui nous impose, et ces postes sont des postes clés pour pouvoir y parvenir. Après, ce que je dirais, c'est est-ce qu'ils ont vraiment, à votre avis, là à l'heure actuelle, la Commission européenne, l'Union européenne, est-ce qu'ils ont, à votre avis, vraiment la possibilité encore d'influer de façon significative sur nos vies, sur l'écologie ou sur la façon qu'on a d'avoir des approches. Au stade où on en est aujourd'hui de la contestation, je parle. Oui, la contestation aujourd'hui, ça reste une contestation qui n'est pas dans l'optique d'une prise de pouvoir. L'Europe, c'est toujours fait. L'Europe, c'est simple. C'est la droite allemande, c'est les chrétiens démocrates allemands depuis le début qui donnent le là, qui donnent le ton. C'est même maintenant une Allemande qui est à la tête de la Commission européenne, donc ça se cache même plus. C'est comme ça, et puis point barre. Avant, c'était Jean-Claude Juncker, un patron d'un paradis fiscal qui avait organisé de l'évasion fiscale pendant des années lorsqu'il était Premier ministre du Luxembourg. Ça choquait personne non plus. Il y a un vrai problème. C'est-à-dire que oui, ils font des lois, ils continuent d'avoir un vrai rôle, parce que c'est le seul rôle finalement qu'ils ont, c'est d'organiser, ce que je disais tout à l'heure, la compétition dans le marché unique, d'organiser la concurrence, de faire en sorte qu'il n'y ait pas, par exemple, de planification, d'empêcher les nationalisations, d'empêcher finalement les États de reprendre des outils de souveraineté, ou même de travailler État entre États pour construire des vrais champions européens. On préfère vendre Alstom aux Américains plutôt que de faire un rapprochement avec une entreprise allemande ou une entreprise italienne. C'est un non-sens. C'est-à-dire que si à un moment on veut que l'Europe ait un poids politique, l'Europe en tant que continent, pas en tant que structure politique fantasmée, il faut travailler entre les nations européennes, mais concrètement, c'est-à-dire pas passer son temps à dire que les services publics c'est mal, que c'est la concurrence qui fait que les prix sont les meilleurs pour les consommateurs, qu'il faut que surtout pas de monopole parce que mon Dieu, ça fausserait la concurrence. Non, c'est bidon. À un moment, qu'est-ce qui fait qu'on peut être un grand pays, une grande nation? C'est aussi la qualité des services publics rendus aux citoyens. C'est comment on fait que le transport soit un service et non pas juste un marché. Or, l'Union européenne et son projet depuis des années, c'est de transformer tous les services en marché et de dire il n'y a plus de service public. Aujourd'hui, n'importe quel service peut être fait par le privé, Flixbus par exemple, le transport, vite, faites en sorte que même les trains maintenant, ça ne doit pas être un monopole. L'énergie, c'est un non-sens en fait. Ça coûte très cher, un réseau énergétique, aller chercher, trouver les moyens d'acheter du pétrole à bas coût ou du gaz, c'est lié à la géopolitique. Mais non, que fait l'Europe? Surtout plein d'acteurs de l'énergie. Pour que les prix baissent. C'est faux, les prix augmentent sur le long terme systématiquement. Tout le monde y perd. Parce que les infrastructures, elles sont ce qu'elles sont. Aujourd'hui, on va voir le marché pour la 5G. Encore une fois, il faut plein d'opérateurs. Alors, la concurrence, oui, c'est bien, mais il y a peut-être des secteurs, et d'ailleurs, c'est Emmanuel Macron qui le disait, il y a des secteurs qui doivent être soustraits à cette idée de la concurrence. C'est encore une fois un discours vide, il ne le fera pas, rassurez-vous, mais c'est une vérité. Il y a des secteurs qui devaient être souscrits à la concurrence. C'est le cas des transports, c'est le cas de la santé, c'est le cas de l'énergie, c'est le cas des secteurs géostratégiques. Et à l'inverse, on a les exemples comme le projet Hercule d'EDF et ce genre de choses qui vont dans le sens inverse, en fait, en vérité. C'est le problème. On privatise les profits, on mutualise les dettes. Bien sûr, l'idée, c'est que les populations payent pour le démantèlement des centrales, parce qu'une entreprise privée ne pourrait pas, évidemment. Mais pourquoi d'un côté, c'est toujours au même de payer pour rien? Prenons l'exemple des autoroutes. C'est un truc de dingue, les autoroutes. Les autoroutes, c'est fait avec l'argent public, avec notre argent. On a les meilleures routes, là pour le coup, on peut être fier de nos autoroutes, et on fait des concessions. Super, en disant, mais eux, ils vont bien s'en occuper, vous savez, et puis ils vont bien réinvestir, et puis on aura un beau réseau. Moralité, non, ils font ce qu'aurait fait un opérateur public, sauf que là, ils font beaucoup de profit pour les amis. Et ils se font beaucoup d'argent, et les prix augmentent, alors que depuis longtemps, les infrastructures sont amorties. Donc, à quel moment, en fait, on arrête les frais et on dit non, je crois que c'est un bien commun, donc c'est pas la peine de faire payer encore plus cher les gens pour utiliser un réseau autoroutier qui leur appartient. Cette privatisation de fait du commun doit cesser. Mais c'est pas les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui qui vont mettre en place de telles politiques.
Alors, du coup, ça m'amène à la prochaine question. C'est alors, qu'est-ce qu'on a comme recours? C'est une double question que je vais vous poser. D'une part, qu'est-ce qu'on a comme recours pour lutter contre ça? Et les médias pourraient en faire partie. Est-ce que vous avez l'impression que les médias restent encore une forme de contre-pouvoir valable? Ben, les médias, c'est un pouvoir, c'est pas forcément un contre-pouvoir. C'est-à-dire que c'est un pouvoir en soi qui est utilisé à dessein. Aujourd'hui, le problème, ce que je disais dans la première partie de l'interview, c'est que euh, l'objectif du Conseil national de la résistance, c'était de soustraire les médias justement aux forces de l'argent. Or, aujourd'hui, on voit bien que les médias sont propriété d'oligarques, de milliardaires, qui ont un média pour faire de l'optimisation fiscale ou bien pour faire de l'influence, tout simplement. Parce que c'est important d'avoir un média pour pouvoir bien avoir des nouveaux marchés, pour choisir son candidat, pour exister, pour aussi faire pression parfois quand il y a quelque chose qui ne va pas dans le sens. Le Figaro, par exemple, il est acheté par Dassault quelques années avant, je crois que c'est en 2003, pour préparer la campagne de Nicolas Sarkozy. Mais c'est clairement avoué, c'est-à-dire que quand Dassault l'achète, c'est pour en faire un journal de propagande pour être sûr que Nicolas Sarkozy va bien être élu. Que fait Nicolas Sarkozy quand il est élu? Et il se retrouve sur le bateau de Bolloré. Le lendemain de l'élection, il va prendre quelques jours de repos. Nicolas Sarkozy, par exemple, il appelle Arnaud Lagardère, non pas son ami, mais son frère. Et là, il est en train de l'aider pour rentrer au capital de Lagardère pour le sauver d'une OPA hostile dans le monde Mais des c'est médias. des sketchs. Enfin, on est d'accord que c'est des sketchs, c'est limite des scénarios de sitcom. Enfin, Malheureusement, c'est la réalité. C'est-à-dire que vous avez une telle proximité du pouvoir avec les médias. Aujourd'hui, c'est Xavier Niel qui est proche d'Emmanuel Macron, propriétaire du Monde et d'autres. Mais systématiquement, les médias s'arrangent, enfin les grands médias, hein, je veux dire ceux qui ont pignon sur rue, mais même un journal comme Le Monde pose question. Alors il y a une indépendance, il y a bien sûr une rédaction indépendante et ils s'en défendent, il y a un comité des journalistes, un comité des lecteurs, etc. C'est pas encore le pire, mais malgré tout, il y a un angle, il y a une façon de recruter, il y a une façon de faire une rédaction. Aujourd'hui, les médias qui sont des contre-pouvoirs, il y en a très peu. Vous avez le média qui essaie de faire son boulot avec des petits moyens, qui sont déjà bien pour un média indépendant. Vous avez Mediapart, bien évidemment, qui a été un des premiers. oui, le média avec qui vous avez travaillé d'ailleurs. Ouais, et je continue avec eux. Et puis après, plein de petits médias où on va essayer d'avoir une voix différente. Vous avez voilà, ce que fait Zolive, T-Web. Moi, le monde moderne, c'était aussi l'idée que j'avais en tête, c'est de dire, peu importe l'audience, mais au moins on peut créer une voix différente. On peut aussi montrer autre chose. On peut un peu ouvrir les yeux et les oreilles en disant, vous savez, on peut s'informer sur d'autres sujets, prendre le temps aussi, choisir quelle est l'information clé dans la masse d'informations qu'on a chaque jour, et dire c'est peut-être pas ce que vous croyez l'information du jour. Il y a une vraie critique des médias qui existe depuis longtemps, d'un ami à moi qui a écrit sur les JT, la sacro-sainte messe des JT en fait. En disant, à un moment, quand on regarde le JT, c'est quand même ce qui est vu par le plus de monde. Hein. Encore aujourd'hui, Oui. l'information moyenne pour un Français lambda, ça va être un JT de TF1, de France 2. Et ils s'en servent allègrement. J'ai juste une parenthèse, une petite anecdote. Il y avait eu une émission dans un JT, un soi-disant reportage qui portait sur les alternatives pour pouvoir diminuer ses abonnements, regrouper ses abonnements. Et on a détecté que c'était en fait de la famille Macron, enfin en tout cas des beaux-frères, des belles-sœurs. C'est une entreprise, donc c'était de la publicité déguisée à l'intérieur du JT, quoi. Ah, mais c'est souvent, ouais, vous avez l'entrepreneur qui va être interviewé, le machin, évidemment, c'est pas, mais au-delà de ça, c'est les sujets qui sont choisis qui sont pas anodins. C'est-à-dire qu'on choisit toujours les mêmes sujets. Hein. C'est le travail, l'emploi, la Oui. famille, tous les sujets, alors la rentrée, les marronniers, etc. Et puis après, un peu de ah là, cocorico, on réussit bien en France, un peu de propagande, quoi. Ça passe bien. Et puis un tout petit peu d'international, et puis surtout pas de traitement social des manifestations, des luttes syndicales. Ça n'a pas lieu d'être. Enfin, c'est très peu. Donc il y a une volonté, oui, effectivement, d'effacer
le conflit dans la façon dont est présentée l'information. C'est une information qui est là pour dire le pays va bien, c'est super, on a des dirigeants géniaux, ils se battent pour vous, soyez sympas, quoi. Et ça commence là aussi à s'essouffler. Je pense qu'on arrive avec des générations qui ne regardent plus la télé de toute façon, donc elles ne s'informent plus là, et qui ont compris que l'information pouvait se consommer de plein de formes différentes. Ben, aussi. Didier Maisto avec Sud Radio aussi, oui. Donne un ton différent. On voit quand même les médias, comme vous dites, avec les socios. On voit une émergence nouvelle qui est en train de naître aussi. J'ai l'impression que les médias, comme il y a 90% des milliardaires qui détiennent les médias, 90% des médias, pardon, détenus par les milliardaires, on voit quand même, il faut être intègre. On voit bien que ça floute l'information. Et on est bien obligé d'avoir d'autres canaux à côté, que ce soit citoyen ou par d'autres sphères, comme le média et les Alors, c'est ça, ouais. C'est ce que j'allais dire. L'information citoyenne commence à prendre beaucoup de place. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'information citoyenne commence à être importante justement parce que ça court-circuite le circuit d'information actuel par rapport aux gros médias et ça permet aux gens d'être beaucoup plus présents sur beaucoup plus d'endroits en fait. Moi, c'est ça que je constate depuis qu'on essaie de développer, parce qu'on est dans ce même combat, Alexis Poulain. On est vraiment là, les technologies que tu vois qu'on utilise, c'est vraiment à titre expérimental et c'est vraiment pour justement essayer de reconnecter les gens les uns avec les autres pour qu'ils s'informent eux-mêmes. L'avantage de l'indépendance, c'est ça, c'est de permettre à des citoyens aussi de dire ce qu'ils ont vu simplement. Donc je pense qu'il faut continuer à aller vers là. Après, je connaissais pas vraiment excuse-moi, j'ai. Bon, oui, non, il n'y a pas de tout. Voilà. J'ai vu ce que tu faisais un peu sur le monde moderne et tout ça. J'avoue, tu as dit un truc très très important tout à l'heure que je voudrais relever. Tu as dit oui à un moment, s'en foutre de l'audience. Et de faire ce qu'on a à faire et de cette manière-là, le peu de réseaux qui commencent à se créer autour de ça s'informent, partagent. C'est un peu le but des réseaux sociaux aussi. Et ça, c'est très important que les gens comprennent ça. C'est de ne plus vraiment s'attacher à un aspect concurrentiel, mais plutôt complémentaire des médias. Absolument. Voilà. Nous, on est les premiers à vouloir faire en sorte que les uns et les autres puissent diffuser les choses, quoi. Mais en fait, l'information, je fais souvent le parallèle, c'est comme l'alimentation. Vous avez des grandes surfaces, vous avez de la malbouffe, vous avez des artisans qui vont faire des super produits, vous avez des petits producteurs locaux bio, enfin, il y a de tout. Donc, vous choisissez ce que vous mangez comme vous pouvez choisir là où vous vous informez. Et aujourd'hui, justement, grâce aux nouvelles technologies, qui sont plus très nouvelles, mais grâce à ces technologies qui nous entourent, on a une multitude de l'offre qui fait que oui, on est capable d'aller chercher des médias comme Reporter sur tous les aspects, l'écologie réelle, le greenwashing, Sud Radio, qui est quand même une grande radio aujourd'hui, mais on peut toucher un peu toutes les sphères, voilà, de type de médias. Et puis, ça n'enlève rien, en fait, le fait que l'information soit anglais, que ce soit assumé, ça n'enlève rien à la qualité de l'information. Au contraire, ça permet d'expliquer pourquoi elle est là et pourquoi on la présente de cette façon-là, parce qu'il y a toujours de la subjectivité. Il y avait récemment un journaliste de LCI qui disait il y en a marre de tous ces journalistes engagés, nous, ce qu'on veut faire, c'est du journalisme de l'ignorance. Voilà. Et rester subjectif. Mais ça veut dire quoi c'est flippant d'avoir des journalistes qui pensent qu'il faut faire un journalisme de l'ignorance. C'est flippant parce que ça veut dire qu'on prend les gens pour des imbéciles. En faisant croire qu'il y aurait une façon de présenter l'information dénuée de tout angle, de toute subjectivité. Alors, la subjectivité, oui, c'est ce que prône Didier Maisto aussi. Oui, c'est ce qu'il prône. On ne peut pas avoir d'impartialité totale. On a forcément un angle de vue, on a un angle d'attaque sur l'information de toute façon. Absolument. Donc, de qui on est fait qu'on présente l'information d'une certaine façon. Ça n'empêche pas après, bien sûr, de présenter une vraie information et de dire pourquoi on la présente de cette façon-là. Mais je pense qu'aussi, c'est ce qu'attendent les gens. Ils attendent une information de qualité. Donc, il y a plusieurs façons de faire de la qualité, comme je le disais. Donc là, nous, on a une petite boutique, voilà, un petit artisan. Et puis, vous avez la grande surface à côté, quoi. Ah il faudra que tu viennes visiter la petite boutique d'artisan qu'on a, elle est très sympathique. Franchement, on a fait un tout petit truc avec les moyens du bord et je te jure que
Tu vois, on arrive à faire des trucs que même nous, on arrive à se dire, c'est bien ce qu'on a réussi à faire quand même. Donc c'est un peu ça. En tout cas, ça montre bien que quoi qu'on fasse dans un projet, il faut de l'intelligence collective, il faut des profils différents, il faut des moyens différents. C'est une complémentarité juste qu'il faut mettre en place. Ça permet certaines osmoses, certaines connexions. Twitter a la magie aussi de mettre des gens en relation, encore une fois, qui sont de milieux différents et qui peuvent cohabiter entre eux. Facebook permet des choses. Voilà, je pense que si on arrive tous, en restant objectifs, je pense que les médias, qu'ils appartiennent à des milliardaires ou qu'ils appartiennent à des citoyens, peu importe, il faut rester malgré tout à rester objectif. Moi, j'ai un oui, c'est ça, l'objectivité. Ouais. Ouais, j'ai un profil Twitter personnel et j'ai un profil, par exemple, Twitter aux médias. Je vais pas avoir du tout la même approche selon ce que je représente sur la toile. Bien sûr. Et je pense que aujourd'hui, le vrai rôle d'un média, ce qu'il devrait être, c'est de ne pas être partisan. Et malheureusement, que ce soit dans les médias indépendants citoyens ou que ce soit dans les médias des milliardaires, on est quand même des médias partisans, malheureusement un peu trop. Et je pense que là, si on veut vraiment demain refaire le média 2.0, hein, il faut justement arriver à... moi, je m'adresse à des marcheurs, je m'adresse à des gens du RN, je m'adresse à tous ces gens-là. Si je peux leur offrir ma tribune, je n'hésiterai certainement pas à le faire. Ceci dit, dans ma vie personnelle, c'est des entités que je combattrai. Voilà. Oui, il faut faire la part des choses. Je veux pas les piéger non plus. Quand on interviewe quelqu'un comme Alexis, on peut très bien interviewer un marcheur de la même manière. C'est-à-dire pas vouloir le piéger, mais lui poser des questions factuelles. Et je pense que c'est ce dont les gens ont besoin aujourd'hui, à mon avis. Je t'avoue que j'aurais beaucoup de mal à interviewer Zemmour, même s'il me le proposait. Mais il me le proposera jamais, donc je suis à peu près tranquille. Moi, j'aurais aucun problème. Je lui présente, je l'invite à venir. Mais alors, je suis pas capable de répondre à toute question. C'est ça qui est important. En tout cas, on va pas monopoliser. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'ai juste une dernière question, parce que comme nous, c'est un peu pertinent et impertinent notre chaîne, on aime bien rigoler. Je voulais juste que tu nous dises, parce que j'ai chopé sur deux de tes interviews, t'as un petit surnom pour Didier Lallemand. Ah oui, c'est le préfet casquette, ouais. Le préfet casquette. Il avait sa grande casquette au tout début, et puis il y a vu cette vidéo où la casquette a été agrandie et les gens se demandaient si c'était vraiment sa casquette, quoi. Et c'est Didier Lallemand. Il s'est fait plus discret après sa sortie sur. C'est quand même bien votre faute hein, si vous êtes en train de mourir dans le. Ouais. Après ça, on a dit bon, arrête. Hein, c'est pas un concours entre Sibeth et toi, donc arrête. Donc on le voit moins. Et il a plus ses jouets. Les drones, c'est interdit. Et puis on voit bien là à Paris, il y a quand même beaucoup de manifs hein, et bizarrement, il y a quand même un peu moins de violence. Ça a baissé d'un ton, je crois qu'il a quelques consignes pour que ça pète pas. Ouais, sale temps pour l'allemand quoi. Et c'est bien malheureux de ne pas pouvoir faire tout ce qu'il veut. Alors nous on l'a comparé à, je sais pas si tu as connu ce film, c'était La folle histoire de l'espace avec voilà, et avec justement avec sa grande casquette, il nous a tout à fait penser à ça. Voilà. Je remercie Zolive. Moi, je vais vous laisser. Je vais vous dire au revoir. Je vais laisser Zolive finaliser son interview. Et puis, en tout cas, ça m'a fait plaisir. Je te remercie vraiment d'avoir répondu à nos questions. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de rester en contact et peut-être de parler d'avenir. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Voilà, il vient de se faire une déclaration d'amour. Je pense qu'il va te demander en mariage dans pas longtemps. Fais attention. Moi, j'avoue, je suis assez fan de sa façon de s'exprimer sur certaines interviews. Il a un peu ce côté-là. Il n'y a pas de vulgarité, mais quand il faut te dire ça l'emmerde, ça l'emmerde. Ouais, on va dire les choses. Voilà, c'est ça. Et nous, ça, on aime bien. Je vous laisse vous dire au revoir, etc. Je vais voir un peu ce qu'on lance après. Et après, on a l'émission sur les municipales. Merci et j'espère à une prochaine fois, en tout cas. Avec plaisir. Ciao. Okay. Alexis Poulain, merci infiniment d'avoir répondu à l'invitation. Merci d'avoir répondu à toutes les questions, simplement, honnêtement, comme vous l'êtes, je pense, sur Twitter ou à la télé, quand on vous entend, à la radio, etc. J'espère que vous avez apprécié l'expérience et cette interview. Et puis, on se dit à bientôt, de toute façon, dans d'autres conditions.
vous avez bien compris que Jim, vraiment, il était chaud. Donc, je pense que là, vous allez avoir ces nouvelles. Ouais, on va se parler. Ouais, c'est voilà, il y a quelque chose d'important dans le réseau régional, en fait, de pouvoir justement connecter partout, même si on n'est pas au même endroit. C'est parce que c'est pas les mêmes réalités, parce qu'on peut parler de ce qui se passe, puis parce que l'information, plus on est près du terrain, mieux c'est. Donc, c'est super d'avoir ça. L'idée, c'est de faire collaborer, en fait, des médias différents les uns des autres, les faire mailler un peu de telle manière que s'il y a un événement, comme George Floyd, hein, c'était le cas, on a vu des de Clermont-Ferrand, de Rouen, de Marseille, d'un peu tous les endroits, et d'avoir un peu des correspondants, à l'instar d'un média mainstream, hein, comme BFM, comme LCI, comme France Télé, etc. Et puis, c'est ce que je dis, vraiment d'essayer de rester le plus objectif possible. Sinon, on desservirait presque la loi. Si on est trop militant sur un média, c'est pas bon. C'est sûr. Enfin, moi, c'est mon avis. Voilà, merci beaucoup Watchdog qui était à la réalisation. Et ben, on refera ça. Et puis, c'est toi qui vas nous dire quand ça coupe, hein, parce que c'est toi la régie, je te rappelle, mon petit lapin. Donc, merci beaucoup Alexis Poulain. À bientôt. À bientôt. Alexis Poulain qui va aussi avoir qui produit, je vais y arriver, une scène de théâtre. Vous pouvez nous en dire plus rapidement ? Oui, je suis à Maubeuge en fait parce que je suis en résidence au Théâtre du Manège, qui est une scène nationale. On devait être à Avignon cet été avec un spectacle qui s'appelle L'homme qui tua Muammar Kadhafi. Et c'est un spectacle documentaire. Donc moi, je joue pas, enfin, j'écris et je vais présenter le spectacle sur le financement de la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy par l'argent du dictateur libyen Muammar Kadhafi. Voilà, donc on explique l'affaire qui a été révélée par Mediapart et d'autres, et puis un peu comment tout ça s'est passé sur place avec un témoin de cette affaire. Vaste sujet, donc vous pouvez rappeler les dates. Pardon ? Les dates, vous les avez pour les gens qui pourraient être Alors, on va jouer, si les salles de théâtre ouvrent, normalement on va jouer le 2 et 3 octobre à Marseille, au théâtre, un des grands théâtres marseillais, je ne sais plus, c'est pas La Criée, c'est l'autre, c'est j'ai pas en tête. En décembre à Amiens, toute la saison est chamboulée, donc on ne sait pas. Et on sera à Avignon l'an prochain, si Avignon a lieu cette fois-ci, pour le off tous les jours, et ce sera plutôt pour 2021 du coup la pièce, parce que là toutes les saisons sont déjà bouclées. Enfin, c'est compliqué avec le virus. Bon, en tout cas, on manquera pas de venir vous voir, surtout que Watchdog, alors faites attention, Jim habite proche de Marseille. Hein, il faut qu'il vienne, dès qu'on joue, il vient. Préparez la photo. Hein. Voilà, Watchdog, je te laisse couper le live, hein, c'est quand tu veux. Et merci, à bientôt. Super.